Merci à vous tous d'être venus, hein. Puis ensuite, bien, on s'est réunis pour débattre autour de ce fantastique sujet qui est la définition de la creepypasta, parce que effectivement, c'est quelque chose de vachement subjectif quand on y pense. Donc, je vous suggère de commencer, comme à la conférence d'hier, hein, par un tour de table où chacun donnera la définition qu'il a d'une creepypasta. Euh, Bien, écoute, Dakairas, toi qui es proche de moi, commence. Pour moi, une creepypasta, enfin, je sais pas comment trop le décrire. C'est quelque chose qui peut nous foutre le frisson, enfin, ouais, nous donner des émotions qu'on peut pas avoir en regardant un film, parce que on a tendance à faire appel à son imagination, surtout quand on la lit. Euh, enfin, voilà. Ah, je sais pas trop décrire les choses, excusez-moi. Non, il n'y a pas de mal, hein, ça suffit à soi-même. T'as tout dit? Oh oui, je pense, ouais. Très bien. Requiem? Requiem. Bon, Ça s'appelle un vent. très bien. Ben, Non, 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 excusez-moi, j'ai quelques soucis de micro aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se S'il vous passe. plaît, frappez Noah, il n'arrête Excusez-moi. pas de... Ah, c'est pas un AVC, ça va. Alors, du coup, ce que j'en pense, pour moi, la légende urbaine est l'ancêtre de la creepypasta. Et puis, la creepypasta reprend un peu les bases de la légende urbaine. Ça marche avec du bouche à oreille. Donc, le fait que ce soit un peu copié partout sur plusieurs sites ou que les gens racontent les mêmes histoires. Voilà, en gros, ce que j'en pense. très bien. Donc le chapelier, c'est ton tour. Ça marche. De mon point de vue, en fait, la creepypasta, si elle avait un genre à la base, c'est-à-dire vraiment très inspirée de la légende urbaine, elle a quand même pas mal évolué au cours des dernières années. Il faut dire que si à la base, il y avait un doute quant à la véracité du récit, forcément, avec l'émergence d'un grand nombre de chaînes YouTube, mais aussi de sites et aussi le genre qui s'est extrêmement popularisé, on comprend que ça avait pas mal évolué parce que ça permet quand même de pas mal remettre en doute la véracité du récit auprès du public. Et en soi, ça a un côté assez intéressant puisque on flirte entre la légende urbaine et du coup un peu le récit fantastique ou simplement la nouvelle horrifique. D'accord. Saturne. Oui, alors pour moi, la creepypasta, je pense que je vais un peu rejoindre les autres sur le sens où, au départ, l'origine, c'était peut-être la légende urbaine, mais pour moi, ça ne se limite pas juste à une légende urbaine ou à une transmission par vidéo, par texte écrit ou quoi. Pour moi, ça doit faire passer une certaine émotion qui soit pas forcément de l'horreur, parce que c'est assez compliqué et ça dépend du public en général. Ça peut être parfois juste une histoire malaisante, pas forcément effrayante, mais quelque chose qui n'est pas naturel au quotidien. Un événement qu'on ne peut pas expliquer, qui trouble. C'est pas forcément juste de la légende urbaine. Enfin, pour moi, personnellement. Ok. On passe du coup à Amara. Oui, pour moi, en fait, c'est proche de la légende urbaine, mais c'est encore plus étendu parce qu'il y a vraiment une part de mystère, en fait, dans la creepypasta et en fait, ça, le lecteur à chercher les origines et après quand le lecteur voit qu'il y a, que la creepypasta a été reprise, par exemple, en film ou en jeu vidéo, ça garde un côté très mystérieux et ça très passionnant. Soit. Donc on passe à Piraco. Oui, Norman. alors donc, moi effectivement, ça reprend, hein, non, donc, les enfin, les légendes urbaines, effectivement, il y a une évolution qui a amené vers la creepypasta. On trouve toujours, moi, le terme donc étrange, du glauque, d qui peut aller même des fois jusqu'au malsain. Donc c'est des ça qui émergent sur internet, alors qui se voilà, avoir des mais qui ont quand même une aspiration qui est vraiment, thème bien C'est spécifique à l'horreur et
C'est moi ou il bug un petit peu? Désolé, Si, j'ai pas si. vu. Ah, Ah oui, ouais, il Je bug. bug? Ok, Ah Oui, mince, tu bugs. ouais, parce on que Ouais, n'osait pas te c'était le moi. dire parce qu'on est gentil. je croyais que c'est ça. Et moi, j'étais là, je me dis, c'est là que c'est le thème de. Ah J'étais là ouais, en mode. d'accord. À chaque fois que tu terminais toutes tes phrases, ça buguait en fait. Je voulais poser la question pour pas que tu restes ainsi. Ouais, ouais. Non, bah c'est voilà un thème de l'horreur, mais assez large, qui balaye large, qui va du glauque jusqu'au terrifiant. C'est bon là, ça, on m'entend bien? Oui. Ouais, OK. Oui. Et donc oui, donc comme je disais, il y avait les légendes urbaines au début. Moi, j'ai connu ça étant ado. Après, je veux dire, ça a évolué et ça a donné, dans une certaine branche, les creepypastas. Donc oui, des histoires qui émergent comme ça sur internet. Des fois reprennent des thèmes assez propres, hein. Je veux dire, on a plusieurs spécificités, soit des monstres, qui ont été créés via, internet et qui ont été propagés, ou alors des thématiques, d'aujourd'hui. On a aussi le doppelganger, des choses comme ça. C'est des thèmes qui maintenant, bah, qui sont anciens, mais qui reviennent dans la culture et il y a une certaine, urbaine, oui, derrière ça pour moi. D'accord. Et enfin, poisson. Oui, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites sur le sujet. Le seul truc que je rajouterais, c'est que pour moi, une creepypasta, déjà jusque dans son terme, donc c'est une histoire d'horreur dans la première partie du mot. Donc c'est tout ce qui a un ressort horrifique, quel qu'il soit, hein, comme d'autres ont dit, qui peut être juste pour mettre une sorte de malaise, hein, que tu remettes un peu ta vie en question, ou voilà, n'importe quel ressort, du coup, horrifique, effrayant, ce que tu veux. Et surtout qui a vocation à être partagé sur Internet. C'est une composante assez importante vu que le mot pasta vient de copy-paste, copier-coller. Donc, oui, c'est donc une histoire d'horreur qui a vocation à être partagée surtout sur Internet et dont la véracité est par essence normalement invérifiable. Bon, enfin, on se doute que la grosse majorité sont fausses, mais c'est vraiment l'objectif de la creepypasta, d'être quelque chose qu'on ne sait pas trop, juste on a entendu l'histoire quelque part, elle a été postée sur un site, il y a un petit côté histoire autour du feu qu'on se raconte. Donc ouais, comme le disaient certains, ça flirte un peu avec les légendes urbaines, mais ça je suis sûr que vous allez très bien expliquer la différence entre les deux. Mais du coup, voilà, globalement, c'est juste ça que je voulais rajouter. D'accord. Eh bien, écoute, tu j'ai bien fait de finir par toi parce qu'effectivement, j'allais enchaîner sur justement l'étymologie du mot creepypasta que tu as expliqué, à la perfection. Donc, effectivement, hein, copypasta, des histoires au sens propre qu'on copie et qu'on colle sur internet et creepy, de l'horreur. Donc par rapport à nous sur CFTC, effectivement, vous avez un petit peu, comment dire? Apporté des éléments à notre définition, mais oui, par essence, du moins originellement, la pasta était une histoire qu'on trouvait sur internet ou ailleurs, hein, dont on ne peut pas, attester de la véracité. Alors, il faut savoir que, comme certains l'ont dit, au fil des années, ça a évolué, notamment avec la démocratisation des formats sur YouTube. Donc, au bout d'un moment, de notre côté, il a fallu faire une distinction entre les 2 puisque, les gens qui nous envoyaient des textes qu'ils pensaient être des pastas, mais qui n'en étaient pas, par rapport à des éléments que je vais expliquer plus tard, soit étaient refusés, soit étaient publiés sur le site, mais dans ce cas-là, pas à raison. Donc, il y a quelques années, on a créé ce qu'on appelle le Necronomorial, qui lui regroupe les nouvelles horrifiques. Alors, ce qui distingue une pasta d'une nouvelle horrifique, c'est que, encore une fois, par essence, une pasta, on ne doit pas pouvoir attester de sa véracité ou non. Bon après, effectivement, certaines sont fausses de façon évidente, mais pour qu'une pasta justement, ait cet aspect-là réel qui puisse faire douter quelqu'un malgré tout, il faut déjà que le texte ait pu être transmis. Par exemple, rien qu'en début de texte, voilà, ceci est un extrait de post Reddit, ou en fin de texte, extrait du journal de tel monsieur retrouvé dans sa table de nuit. Ensuite, quelque chose qu'on a mis en place, au fil des années, quelque chose qui est important aussi, enfin, je pense que vous verrez cette évolution si vous allez, sur CFTC régulièrement. C'est, alors au premier abord, ça paraît anodin, mais c'est l'utilisation des temps. Parce qu'il faut savoir que si votre texte est au passé simple et que vous le vendez comme une pasta, le passé simple n'étant pas un temps, intégré dans le passé, donc un temps, comment dire, dont la temporalité est assez floue,
on ne pourra pas ancrer le texte dans le passé, justement. Là où le passé composé pourra justement être ancré comment dire, de façon adéquate dans cette trame-là. Voilà, là où vous verrez d'anciennes pastas, même des pastas célèbres, hein, comme Razor Jim, Jeff the Killer ou autres sur le blog, écrites au passé simple, aujourd'hui ça ne se fait plus. En revanche, sur le Necronomorial, comme ce sont des nouvelles assumément fausses, donc admettons qu'un membre ou même que quelqu'un qui vient de débarquer sur la communauté nous propose un texte en nous vendant comme une pasta, mais qu'il s'avère que ce texte soit écrit au passé simple ou bien qu'il n'ait pas de moyen de transmission, donc que ce texte soit, soit une fiction de façon assez évidente, eh bien, on le redirigera vers le Necronomorial qui, lui, met un point d'honneur à publier uniquement des nouvelles horrifiques. Alors aussi, si votre creepypasta est écrite à la troisième personne, donc si c'est un point de vue externe, voire omniscient, eh bien, ça ne peut pas être une pasta non plus, puisque effectivement, la pasta, pour qu'elle paraisse un minimum vraie, eh bien, il faut que ce soit l'auteur, la personne qui a vécu les événements, qui les décrive elle-même. Donc, pour tous les points que j'ai énoncés, les textes qui les contiennent ne peuvent pas être considérés comme des pastas au regard de notre définition. Voilà pourquoi, quelquefois, on va demander aux auteurs de corriger leurs textes s'ils veulent absolument être publiés. Et voilà pourquoi aussi, puisqu'une pasta on ne doit pas pouvoir retracer entre guillemets, son origine en tant que fiction. On ne crédite pas, du moins plus, on le faisait tout au début de CFTC, mais on ne le fait plus quand cette définition-là a émergé, on ne crédite pas les auteurs des creepypasta. Là où pour les nouvelles horrifiques, puisque ce sont des fictions fausses, on peut créditer l'auteur. Par exemple, voilà, c'est telle personne qui a écrit tel texte, et voilà, on assume que c'est une fiction. Là où, encore une fois, une pasta, si on met l'auteur, ça reviendrait à dire, voilà, tout est faux, à démystifier totalement la chose plus qu'elle ne l'est déjà. Donc, j'ai beaucoup parlé, donc je vais vous laisser dire ce que vous avez à dire sur ce que j'ai dit ou même sur ce que vos collègues ont dit. Donc, je me permets d'intervenir. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu disais sur le passé simple. C'est dans les faits, on utilise peu le passé simple aussi parce que les creepypastas sont souvent des textes pris sur le vif. On va prendre des historiques de chat, des posts de forum et choses comme ça, où effectivement, on ne va pas parler au passé simple parce que personne n'écrit au passé simple dans le langage courant. Mais il peut tout à fait avoir des creepypastas qui vont par exemple reprendre des pages de journaux anciens ou des passages de livres qui sont censés être réels, qui peuvent tout à fait être au passé simple. Je me rappelle d'une pasta que j'avais écrite il y a quelques années, où c'était l'histoire d'un professeur de français qui a plus 70-75 ans, qui écrivait au passé simple et diégétiquement, c'était assez cohérent. Pour moi, c'est pas tant le problème du passé simple ou même d'un temps qu'on va utiliser, mais plus de son intégration dans une crédibilité qui est importante. Voilà. Alors oui, ça c'est sûr, mais effectivement, j'aurais dû le préciser, mais oui, sauf exception, comme des extraits de livres, de journaux, ou encore dans l'hypothèse où ce serait un personnage en particulier, comme un prof qui écrirait. Effectivement, il peut y avoir quelques exceptions, mais de manière générale, quelqu'un qui décrit ce qui lui arrive ne va pas écrire au passé simple. Mais effectivement, Wazid, ce que tu dis est tout à fait juste. Est-ce que quelqu'un a autre chose à souligner? Parce que vous êtes tous silencieux là, ça me fait un petit peu peur. Ouais, moi j'aimerais juste qu'on parle aussi de la différence de vision qu'il y a donc entre la vision française que vous aviez expliquée sur la vidéo que vous aviez faite à laquelle j'ai participé, et la vision plus du côté anglophone de la force, où eux ils se sont beaucoup plus centrés sur des nouvelles horrifiques de ce que j'ai compris. D'ailleurs, c'est marrant parce que justement, là, j'ai rencontré totalement par hasard un petit vidéaste anglophone qui fait ce qu'il appelle des sleepy pasta. Là, c'est assez marrant parce que lui, il fait on va dire des creepypasta, mais un peu, je ne veux pas dire ASMR, mais qui sont spécifiquement faites avec une voix douce, etc., pour qu'on s'endorme dessus. Et justement, il voulait que j'aille, donc je crois que c'est vendredi prochain, à parler avec lui un peu de la différence qu'il y a culturelle donc, entre son côté à lui anglophone et de notre côté. Donc c'est pour ça que ce serait intéressant d'en parler, je pense, de cette différence fondamentale qu'il y a entre les deux. D'accord, oui, effectivement, ça pourrait être intéressant. Après, je ne me suis pas foncièrement intéressé au pasta anglophone, mais oui, dans cette mesure-là, du peu que j'en sais,
eux assument totalement le fait que, certaines pastas soient des fictions pures. Donc à ce compte-là, ils n'ont pas du tout la même vision que nous. Donc même si le phénomène est parti, des USA, le fait est que la vision a évolué au cours du temps. Force a été de le constater. Oui, Saturne, je vois que tu lèves la main, je t'écoute. Par Oui, contre, parce écoute. que du coup, du côté des sièges, tu ne me voyais pas, c'est pas grave. Je disais, je voulais dire par rapport au fait qu'une creepypasta, je rebondis sur le fait que tu avais dit, on ne doit pas savoir d'où est-ce qu'elle vient, etc., si elle est vraie ou pas. Je vais prendre deux exemples très célèbres et légendaires dans la creepypasta actuellement, enfin en tout cas qui l'ont été, Slenderman et Siren Head actuellement. Ce sont des artistes qui les ont créés. On sait que c'est fictif et pourtant on n'arrive pas à savoir si c'est fictif ou non parce que c'est tellement partagé. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est tellement partagé qu'on a l'impression que c'est une vraie creepypasta ou que ça peut être potentiellement réel, alors que si on regarde en profondeur, on sait que ça vient de tel ou tel artiste. Bah, c'est vrai que, bah, d'ailleurs, j'allais y venir, mais le fait est que, les personnes qui s'intéressent réellement, enfin réellement, les personnes qui s'intéressent à la dimension, mystique de Slenderman et de Siren Head, notamment pour reprendre tes exemples, hem, pour en avoir fait partie, à une époque, je sais que quand on veut croire à ça, on ne veut pas se pencher sur l'origine de la chose. On ne va par exemple pas taper Slenderman démystification, ou encore, Slenderman est-il réel sur internet. Quand on veut croire à une pasta, on s'enferme dans cette bulle-là, du moins c'est ce que je pense et c'est ce qui m'est arrivé il y a plusieurs années et on s'informe sur la dimension mystique de la pasta. Non content de s'informer, sur la vision réelle qu'on devrait en avoir. Donc à ce compte-là, oui, effectivement, les pastas, on peut les démystifier facilement, du moins, les plus connues ou, certaines, si on fait quelques recherches. Donc, quelque part, oui, on en revient à cette opposition de vision-là, qui repose sur une sorte de suspension consentie d'incrédulité, quelque part. Poisson? Ouais, mais le cas de Siren Head, il est un peu différent, je pense, parce qu'il a été pas mal tourné en dérision. Je veux dire, surtout sur Twitter, on voit énormément de mèmes avec lui, et l'artiste a été beaucoup plus connu. Je pense pour le cas de Slenderman, après, j'étais pas trop là à l'époque. Moi, j'ai débarqué dans le creepypasta, on va dire, il y a 2 ans, environ 2 ans et demi. Donc, je sais pas trop à quel point l'auteur a pu être connu. Mais je parlerai plus du cas de Momo. Je pense qu'il est assez intéressant, qui lui aussi a été énormément repris. Mmh. Euh, et il a aussi été pas mal expliqué sur les réseaux que bah, c'était une statue qui avait été faite par une artiste, ça a été juste repris en histoire. Mais c'est vrai que bah, justement l'objectif d'une creepypasta, comme je le disais, c'est d'être partagé, c'est d'être en fait tellement partagé que il serait difficile de retracer son origine exacte, et que c'est pour ça justement que on peut éventuellement se poser la question de sa véracité ou de sa non-véracité. Le but, c'est que ce soit tellement partagé de partout que on ne sait même plus d'où ça vient. Mais s'il y a des exceptions comme Siren Head et d'autres qui ont vraiment percé, où là, tu as toujours des gens qui ont fait ouais, non, les gens, c'est pas vrai, regardez, ça vient de cet endroit-là. Ouais, il y a toujours des démystifications qui sont comme ça, mais ça relève quand même de l'exception. D'accord, oui, je suis assez, voire totalement d'accord avec toi sur ce point, effectivement. Ouais, pour Siren Head, je viens à toi, Amara, j'étais pas forcément au courant, des mêmes. Je suppose que ça dépend du réseau, sur lequel on se trouve. Amara? Oui, en fait, moi, je voulais rajouter quelque chose, c'est que à un moment donné, la pasta est tellement partagée que ça donne vraiment un aspect véridique à la pasta et ça crée un effet de foule et de peur, en fait. Et ça donne vraiment, par exemple, des youtubeurs qui vont faire, des vidéos, qui vont vouloir contacter, Momo et ça donne vraiment, cet effet où même les abonnés commencent à avoir peur et ne savent même pas d'où viennent, Saturne? Je vais rebondir sur ce qu'elle a dit et ce que j'ai vu un peu dans le public. Et effectivement, le problème, c'est que d'une creepypasta, c'est quand elle est bien faite, ou d'un thread, hein, c'est quasiment pareil. Quand c'est bien fait, les gens n'arrivent pas à faire la différence entre ce qui est réel et ce qui n'est pas. Par exemple, les creepypastas de rituel, c'est, je pense, pour moi, le meilleur exemple parce qu'on ne peut pas vérifier si c'est véridique ou non. Et j'ai vu, par exemple, dans le public, qu'on parlait de Momo, des gens étaient tellement persuadés que c'était vrai qu'ils se sont suicidés à cause de ça. Ou le drama qu'il y a eu dans la creepypasta à cause de Slenderman aussi, que tu parlais hier, justement, en convention. D'accord, oui. Piraco? Ouais, donc là, avec tout ce qui se dit, on pourrait aussi peut-être, je pense, comparer ce phénomène creepypasta aussi aux fake news.
en se disant, voilà, on propage, mais volontairement, des fausses croyances, des fausses histoires. Alors après, contrairement à la fake news, on est censé, y croire avec un certain consentement, enfin, je veux dire, voilà. Mais, on peut peut-être, je pense, retrouver aussi cette thématique de fake news derrière tout ça, quoi. C'est vrai parce que oui, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure en prenant l'exemple de Slenderman, pour le peu qu'on se donne les moyens, de ne pas vouloir y croire et de rechercher la source, la plupart des pastas, sont démystifiables, de cette façon-là. Donc oui, on peut les comparer aux fake news, de ce point de vue-là. Oui, Poisson? Ouais, après, on va dire le problème qui peut se poser avec ça, et ça c'est surtout un réflexe qu'il y a chez les enfants qui découvrent les creepypastas, mais plus, qui voient ça plus un peu comme les threads d'horreur, un peu style Noah et compagnie. Ça, j'ai eu la blague sous une vidéo qui a bien marché, qui était bah, totalement une creepypasta, où t'as masse de gens qui ont le réflexe, enfin, masse de gens surtout d'enfants, qui ont le réflexe de venir demander si l'histoire est véridique ou pas, voire même à tomber des nues. Genre, j'ai reçu même des insultes en commentaire avec des gens qui font non, c'est pas vrai, j'ai testé ce que tu dis, c'est faux, t'es un menteur. C'est beaucoup de gens qui ont pas encore, enfin surtout beaucoup d'enfants qui n'ont pas encore ce truc de se dire une creepypasta et en soi l'objectif est pas de la débunker, on va dire, c'est pas un discours politique ou que sais-je encore dont l'objectif vraiment de connaître la véracité parce que justement le point c'est que bah, globalement on s'en fout un peu, genre on profite de l'histoire, qu'on sache que c'est fictif ou qu'on se dise que c'est peut-être réel. C'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas encore ça qui soit vraiment, vraiment répandu, c'est de se dire voilà, que ce soit vrai ou pas, c'est pas tant l'objectif que ça, et faire des recherches pour savoir ça, genre comme premier réflexe quand on voit une creepypasta, je trouve personnellement ça un peu triste. D'accord, alors je ne sais pas qui de Dakairas ou Requiem lève la main, mais il a la parole. Requiem. C'est moi, ouais. Alors, je voudrais répondre à Poisson par rapport à ce qu'il dit. Alors, comme tu dis, c'est souvent des enfants qui te font la réflexion de savoir si c'est vrai ou pas. Mais je pense que c'est aussi notre rôle de prévenir qu'en fait, l'histoire peut être réelle ou non et que c'est à eux d'imaginer si ça l'est ou pas. Et c'est là, en fait, la définition de la creepypasta. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Et c'est vrai que souvent, moi aussi, j'ai eu des commentaires dans le passé où on me demandait ah, mais est-ce que c'est vrai ou pas nanana. Et en fait, bah, moi, je répondais pas parce que j'estime que c'est à eux de l'imaginer, en fait. Et c'est aussi notre rôle, du coup, de leur expliquer bah, ça, quoi. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, désolé. Très bien, pour moi c'était clair. Wazit? Alors, je voudrais revenir sur, ce qu'a dit, un des intervenants à propos du fait qu'on ne devrait pas démystifier ou non une creepypasta. Là-dessus, je suis pas d'accord, que quelque part on est juste des créateurs. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose du contenu ou d'autres, personnes proposent des creepypastas et comme tu disais, tout à l'heure Gorjak, tu peux rapidement te retrouver dans ta bulle, à être persuadé que c'est vrai, à te persuader que c'est vrai et avec toutes les conséquences possibles derrière. Je reprends l'affaire avec, Slenderman, je reprends, une affaire qu'on avait eue, à un autre moment avec un autre site, La Fondation, où un enfant de 10 ans était absolument terrifié par les SCP et sa mère a dû aller contacter le staff de la fondation pour que justement ces derniers viennent, expliquer à l'enfant que non, tout est faux. Notre but, c'est aussi, proposer du contenu, du divertissement, faire peur, mais c'est pas, non plus de terroriser, les gens en leur faisant croire à des choses qui n'existent pas. On fait pas des fake news non plus. Voilà. D'accord. Le Chapelier? Oui, alors, c'est pas vraiment pour, ajouter quelque chose, c'est plus pour poser une question, du coup, sur un aspect moral là-dedans. Est-ce qu'il y a, justement pas une question de morale au bout d'un moment quand on partage, de façon assez massive des informations qu'on tend à rendre crédibles, pour effrayer les gens? Est-ce qu'il y a pas un aspect au bout d'un moment de morale, de fake news, de partage de fausses informations ou quelque chose comme ça? Alors on va répondre à la question, mais d'abord je pense que Requiem avait quelque chose à ajouter sur le sujet précédent. Oui, exactement. Alors, du coup, je vais revenir par rapport aux enfants. Pour moi, un enfant de 10 ans, déjà, il n'a pas à aller voir des trucs d'horreur. Donc, pour moi, c'est aux parents de gérer ça, justement. Parce que sur Internet, enfin,
c'est un fait, hein, il y a tout et n'importe quoi. On peut trouver absolument tout, comme par exemple de la pédopornographie. On peut trouver tout simplement aussi de la pornographie. Et pour moi, c'est aux parents vraiment de gérer ce que leur enfant de 10 ans ou même moins, hein, je sais qu'il y en a des gens qui me regardaient, ils avaient quoi, 8 ans, et moi, ça me faisait halluciner, quoi, parce qu'ils n'ont rien à faire sur des vidéos d'horreur. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Dans l'absolu, un parent ne peut pas totalement contrôler ce que va faire un enfant, surtout que les creepypastas, enfin, sont partagés en masse sur plein de réseaux, à moins je veux dire, de créer un réseau fermé avec une présélection de sites et une censure absolue. C'est impossible pour un parent d'empêcher leur enfant de surfer et de tomber sur ce genre de contenu. Moi, je pense justement que c'est pas impossible. Si c'est bien surveillé et que c'est bien contrôlé, normalement, il ne doit pas y avoir de problème. Par quel moyen? Enfin, ça me paraît assez difficile tout de même. Alors, je ne sais pas, mais en tant que peut-être future maman, je sais que moi je ferai très très attention parce que étant très très souvent sur le web, je veux pas que mon enfant tombe sur des choses comme ça qui pourraient le choquer ou lui donner des idées un peu bizarres. Ça, c'est hors de question, quitte à lui interdire d'aller sur l'ordinateur jusqu'à ses 13-14 ans, et bah c'est pas grave, mais moi c'est hors de question qu'il voit ce genre de choses. Poisson. Ouais, alors pour le côté moral de partager des informations comme ça, qui tendent à être, crédibles, bon déjà, il faudrait pas oublier non plus qu'on parle d'histoires d'horreur, dans laquelle il y a toutes sortes, d'apparitions démoniaques ou de trucs assez abracadabrants. Donc de base, on le sait, quand même inconsciemment que la majorité sont fausses. Et pour ce qui est du cas des enfants, je suis assez d'accord que de base, on ne doit pas prévoir en fonction des enfants. Je veux dire, on fait de l'horreur, on va pas demander, genre à un réalisateur de films d'horreur de faire en sorte que les enfants soient pas choqués. Donc je vois pas pourquoi nous, on devrait s'adapter parce qu'éventuellement il y a des enfants, alors que ce contenu n'est pas prévu pour eux. Moi, je pense pas qu'on devrait les calculer dans l'équation parce que c'est aussi aux parents. Alors après, que ce soit possible pour les parents de filtrer tout ou pas, j'ai envie de dire, c'est pas notre problème, c'est pas nos gosses à nous, c'est les leurs. Si eux, ils n'arrivent pas à contrôler ce que leurs enfants regardent, moi j'avais eu un commentaire justement sous la vidéo qui avait pas mal marché, c'était sur Talking Angela, donc une application auquel les enfants ont beaucoup joué. Je me rappelle très bien que j'ai vu un commentaire qui me disait ouais, espèce d'enfoiré, ma petite sœur regarde vos vidéos débiles et maintenant elle a peur, etc. Et je lui ai répondu bah, où t'étais? Où est-ce que tu étais? Pourquoi tu ne la surveillais pas? Genre, je sais pas pourquoi c'est à moi d'éduquer les enfants des autres ou de surtout faire attention à ne pas les choquer. Je sais qu'il y en a qui commencent très très jeunes, hein, comme le soulignait Résident dans le chat, qui déjà à 10 ans regardait des trucs d'horreur. Je veux dire, il y en a qui supportent très bien ça, il y en a d'autres qui ne supportent pas. Mais voilà, je suis pas d'accord avec le fait de dire que oui, faut faire attention aux enfants quand on fait les histoires, pas pour les enfants de base. Voilà. Alors, Amara, je réponds et ensuite je viens à toi. Moi, mon avis sur la question, alors j'ai un peu le cul entre deux chaises, dans la mesure où, en fait, alors faut savoir que je travaille avec des enfants et que certains d'entre eux, donc c'est dans une école primaire, donc ça va de 6 à 10 ans, et certains d'entre eux, de toutes les tranches d'âge, me parlent souvent des creepypasta ou des SCP. Alors, ce que j'ai pu constater, c'est que ça dépend beaucoup de la surveillance justement qu'induisent les parents ou même du caractère de l'enfant en lui-même. Donc il y a plein de variables qui entrent en jeu. Si l'enfant va être enclin à obéir ou non, les mesures que les parents vont mettre en place. Donc ça dépend, je pense, de tout un tas de facteurs qui vont ou non permettre aux parents d'endiguer. Enfin, faut-il encore que les parents le veulent, hein, parce que oui, il y a des, enfin, enfin, comment dire, un petit segment de cette partie-là sont des enfants rois qui ont tout permis et qui, à cet âge-là, bon, c'est cliché ce que je vais dire, mais jouent à Call of Duty, GTA, et justement, regardent tout ce qui est film d'horreur, creepypasta et autres choses interdites avant un âge supérieur. Donc tout ça pour dire que oui, il y a tout un tas de facteurs qui entrent en compte et à mon sens, vous avez un petit peu tous raison puisque vous avez un petit peu tout dénoncé. Dans la mesure où oui, dans ce que dit Poisson, il faudrait surveiller certains de ses enfants et c'est pas la responsabilité des youtubeurs. Mais d'un autre côté, euh,
les enfants pourraient eux-mêmes faire attention à ce qu'ils regardent et les youtubeurs pourraient prévenir, que ce soit en début de vidéo, dans la description ou autre, enfin peu importe, pourraient prévenir que voilà, s'adresser à cette communauté-là, à cette partie de la communauté, ou bien prévenir que voilà, on ne peut pas savoir si c'est vrai ou faux, comme l'a dit Requiem, etc. etc. Ensuite, oui, donc Amara avait levé la main. Alors moi, je voudrais rebondir ce qu'a dit aussi Requiem et Poisson. Moi, personnellement, j'ai commencé à m'intéresser aux creepypasta très jeune. Et j'ai entendu notamment des creepypastas sur le dark web. Et j'y suis allée très jeune sur le dark web. Mais ça m'a tellement, on va dire, impressionnée que j'ai été très, très jeune mise en garde par ce qu'il pouvait y avoir de mauvais en fait au fin fond d'internet. Des choses dont mes parents n'étaient même pas au courant. Et donc ça m'a aussi, ça m'a permis de me protéger par moi-même après par la suite. Et donc c'est vrai que je suis encore plus passionnée maintenant parce que je sais où sont mes limites et je suis j'étais, prévenue de ce qu'il pouvait, y avoir autre de malsain même sur internet ou quoi. Mais du coup, je suis encore plus passionnée à cause de ça et de voir les différentes pastas, mais qui sont pas, qui sont mieux pour moi. Enfin, je sais pas comment exprimer ce que je veux dire, mais enfin, voilà. D'accord, oui, ça se tient, ça peut être une autre conséquence. Poisson, tu avais levé la main? Ouais, c'était juste quand tu as dit qu'on pourrait du coup un peu prévenir pour que les enfants sachent où ils vont. Moi, je veux juste dire qu'il y a quand même creepypasta, genre avec creepy dans le titre. Pour moi, ça devrait déjà, même pour ceux qui n'ont pas trop une maîtrise de l'anglais, être une espèce de panneau attention pour dire que c'est pas pour les enfants. Moi, je pense déjà qu'il y ait creepy dans le titre, ça devrait suffire en soi. Bah après, alors je vais prendre un exemple tout bête, mais tout simplement, par exemple, les livres Chair de poule, qui sont créepy par essence, mais qui ne font pas tellement peur. Les enfants vont voir créepy, peuvent se dire que c'est quelque chose du même acabit. Nous, en tant qu'adultes ou adolescents avancés, on connaît la définition de creepypasta, mais un enfant qui va lire creepy va peut-être se dire que voilà, c'est comme les livres Chair de poule, que ses parents le lisent le soir, que c'est du même acabit. Requiem? Oui, alors du coup, j'ai deux choses à dire. La première chose, c'est par rapport à Amara. Du coup, bah, toi, tu as su te protéger toute seule, en fait, et c'est vraiment super bien, mais il y a des enfants qui sont vachement plus fragiles et qui connaissent pas leurs limites, malheureusement. Et du coup, je vais aussi rebondir sur ce que tu as dit, Korjak. Par exemple, moi, je sais que à l'époque, les premiers Disney, par exemple, il y en a qui m'ont vraiment fait peur. Et pourtant, c'était destiné aux enfants. Et je ne sais pas si c'est la génération d'aujourd'hui qui est plus fragile ou pas mentalement, mais enfin, moi, je sais que par exemple, dans La Belle au Bois dormant, à un moment, quand Aurore, elle est à moitié hypnotisée et tout ça, il y a du feu vert et il y a une musique qui m'a vraiment traumatisée de ouf. Mais voilà, c'était plus effrayant à l'époque. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que voilà, c'est la mentalité qui a changé, qui fait que les gens sont plus fragiles ou pas? Je ne sais pas. D'accord. Après, oui, c'est vrai que l'animation en elle-même a vachement évolué depuis plusieurs années, dans le sens d'une horreur entre guillemets amoindrie. Wazit? Je voudrais revenir sur deux points. Le premier, c'est la responsabilité des youtubeurs. Parce que je dis pas forcément que le youtubeur a éduqué les gamins, c'est tout. Mais les youtubeurs doivent aussi prendre conscience qu'il y a forcément un public jeune qui va les voir, malgré tout ce que peuvent faire les parents. Un gamin qui veut accéder à un contenu sur internet pourra le faire, soit en dehors de l'ordi familial ou en allant voir des copains et compagnie. Je pense qu'il est idyllique de penser que des parents peuvent totalement restreindre cet accès. Et sur un deuxième point, notamment que, oui, quelque part, les youtubeurs ont une responsabilité dans le contenu qu'ils diffusent. Je prends un exemple avec la télé, il y a le CSA qui existe, qui justement, contrôle ce genre de choses. C'est bien que, le contenu visuel a un impact sur le public. Donc forcément, ça induit une responsabilité. Je dis pas qu'il faut un CSA pour YouTube, mais ça fait réfléchir à cette question. Et enfin, je disais plutôt ça dans le cadre de la démystification. Parce qu'effectivement, pour moi, c'est justement important, au contraire, qu'il y ait des gens qui démystifient les pastas, parce que ça peut avoir des conséquences assez dramatiques
personnes qui commencent à croire à des histoires qui sont, pour la plupart, totalement fausses. Et on a eu des exemples très réels, hein, de conséquences tragiques, que ce soit des meurtres, que ce soit des phobies, que ce soit des personnes tout simplement qui ont un mal-être. Et je pense que personne ici, ni aucun créateur, enfin j'espère, cherche à créer ce mal-être, chez, le public. Voilà. Très bien. Donc, Saturne. Alors, j'avais deux choses à dire. Alors, tout d'abord, je vois qu'il y a quelqu'un qui lève la main dans le public, donc je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra les faire interagir. Et ensuite, pour rebondir sur ce qu'a dit, je vois pas tout, voilà, Wassit, par rapport à YouTube, on a une nouvelle protection qui a été mise en place, je crois, vers janvier, qui a fait un drama sur YouTube, comme chaque année, de oh là là, c'est la fin du monde, YouTube va mourir. C'est la loi COPPA. Alors déjà, YouTube n'est pas mort, heureusement. Et ensuite, la loi COPPA nous permet à chaque fois qu'on met en place une vidéo de mettre est-ce que c'est pour les enfants et pas pour les enfants. Alors, je ne dis pas que ça a filtré à 100%, mais par exemple, moi, ma chaîne est réglée sur pas pour les enfants, pour éviter justement que les publics trop jeunes tombent sur nos vidéos. Ce qui considère des enfants sur YouTube, vidéos pour enfants, pardon, sur YouTube, c'est tout ce qui est par exemple Oui Oui ou Masha et Mishka, ce genre de dessin animé. Ça, c'est considéré comme contenu pour enfants. Au-delà, c'est considéré comme contenu non pour enfants. Et normalement, c'est censé filtrer une grande partie de notre audience quand on règle ça sur notre chaîne. D'accord. Ça, je l'ignorais. Poisson. Oui, du coup, c'est pour répondre à Wassit. Alors, donc, je dis qu'on a une responsabilité vis-à-vis de ça parce que ça peut créer des drames et ça peut créer oui, des cas de gens qui vont donc faire absolument n'importe quoi. Moi, j'aurais deux trucs à répondre. C'est premièrement, euh, qu'est-on du coup supposé faire d'après toi pour éviter ça? Est-ce qu'on devrait mettre un disclaimer en début de chaque vidéo pour dire attention, ceci n'est pas pour les enfants, veuillez noter que la véracité, ceci, cela. Parce que même en le mettant dans le à propos et dans la description, ça continue quand même, parce que bah, les gens ne font pas spécialement gaffe. Donc, est-ce que tu penses qu'on devrait mettre un disclaimer comme ça au début de chacune de nos vidéos? Et deuxièmement, je pense sincèrement que c'est un argument un peu comme les jeux vidéo, ça rend violent, ce que tu as utilisé dans le sens où des gens, en écoutant une creepypasta, se mettent à commettre des meurtres. Je pense très sincèrement qu'ils avaient déjà un problème de base. C'est comme le fait de jouer un jeu dans lequel tu vas commettre des horreurs ne va pas davantage faire de toi un serial killer. Ça va éventuellement réveiller quelque chose. Éventuellement, ils vont pouvoir se baser là-dessus. Mais non, je ne pense pas qu'une creepypasta va transformer un enfant qui aurait été parfaitement innocent en un meurtrier en puissance. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Attends, c'est pas ce que j'ai dit, en aucun cas. Ah bah, je Et te laisse t'expliquer sur ce point. Du coup. ce que j'ai dit, comme je disais, je rebondissais sur quelque chose qui a été dit, comme quoi la démystification, c'était dommage. Eh bien, c'est pour au contraire, c'est pour non, excusez-moi, je m'embrouille un peu. Au contraire, si on commence à ne plus avoir de démystification, c'est là où que les problèmes pourront commencer. Parce que, la différence entre une creepypasta qui ne sera jamais démystifiée et un jeu vidéo, c'est que le jeu vidéo est fictif. La personne qui va voir, le jeu vidéo, il va pas se dire: «Oh oui, je sais pas moi, Evil Within, c'est la réalité, il y a vraiment Sébastien Castellanos qui est enfermé dans le STEM». Non. Alors qu'une personne qui va regarder Slenderman qui n'est pas démystifiée, on va dire une personne de 10-11 ans, peut commencer à être terrifiée par l'idée de l'existence de Slenderman. Ou même des personnes beaucoup plus vieilles. Je vais faire un parallèle, notamment avec tout ce qui est, on va dire, complotisme, les personnes qui vont croire à des choses assez ahurissantes comme les Illuminati, choses comme ça. Il y a des personnes qui peuvent aller jusqu'à un âge assez avancé. Et c'est là où justement la démystification rentre en jeu, où, pas forcément les youtubeurs, pas forcément vous qui êtes plus des conteurs et qui c'est pas forcément votre travail, mais d'autres personnes qui peuvent, commencer à démystifier: «Écoutez, non, Slenderman, les origines, c'est ça, c'est ça, c'est ça». Ça permet aussi de contrebalancer tout, l'aspect négatif qu'il peut avoir au creepypasta, les limites que le format peut avoir, notamment au niveau de la psyché des lecteurs. D'accord, parce que tu parlais de la responsabilité des videstes dans tout ça, des compteurs, donc c'est plus là-dessus que je posais la question de ce qu'on devrait faire à ce moment-là, parce que tu parles des démystifications, mais ça c'est quelque chose d'assez encore moins répandu que le fait de compter les creepypastas.
Donc notre responsabilité à nous, elle se traduirait comment dans ce cas-là? Tu as quand même parlé du coup du fait qu'il y avait des drames qui pouvaient avoir lieu, bah, comme la terrible affaire Slenderman. Du coup, c'est pour ça que je demandais qu'est-ce que tu nous suggérerais de faire pour éviter ce genre de choses? Déjà, la limite d'âge, je trouve pas ça idiot. Le fait qu'on puisse accéder au contenu creepypasta, à partir d'un certain âge. Et dans l'absolu, j'ai pas forcément de solution clé en main. Parce que j'ai pas forcément déjà réfléchi à la question. C'est un problème très complexe auquel, et n'étant pas moi-même youtubeur, n'étant pas forcément confronté au fait de gérer une communauté YouTube, je n'ai pas forcément toutes les clés en main pour avoir les bonnes solutions. Mais, comme tu disais, déjà mettre, de temps en temps un disclaimer si vous voyez que vous recevez beaucoup de messages privés de gens un peu paniqués. Réagir un peu aussi au comment dire? Réagir aussi un peu sur le coup, s'adapter, si vous voyez par exemple que votre public est jeune et que beaucoup de ces jeunes-là sont totalement paniqués par les histoires que vous contez, bon peut-être faire une petite vidéo en expliquant: «Écoutez, la creepypasta c'est ça, c'est pas forcément vrai, faites, ne soyez pas paniqués». S'adapter en fonction des circonstances, je dirais. Je te cache pas que le fait de faire une vidéo pour dire: «N'ayez pas peur», alors que je suis un conteur d'horreur, ça me plaît moyennement. Ouais, non, ça je comprends, c'est pas Ça la fout un peu mal et puis les limites d'âge, en fait, de base, YouTube n'est censé être accessible, qu'en fait, légalement, pour créer un compte YouTube, enfin Google et donc YouTube, il faut avoir 13 ans. Ça, c'est dans les règles en France, et dans une bonne partie de l'Europe, c'est 13 ans, il me semble. 14 dans certains pays, voilà, donc ils sont pas supposés pouvoir venir avant, légalement. Et ensuite, pour la limitation d'âge, en fait, c'est un peu mal foutu sur YouTube parce que tu peux juste limiter au moins de 16 ans et c'est tout. Soit ta vidéo est accessible à tout le monde, soit au moins de 16 ans. Et en plus, quand tu fais ça, bon, là, je vais parler un peu argent. Quand la vidéo est limitée au moins de 16 ans, elle est démonétisée. Moi, je veux dire, j'ai déjà fait ça pour une vidéo qui était particulièrement gore et extrêmement malsaine. C'est un des trucs les plus dégueulasses que j'ai jamais écrit. Et je l'ai foutu en moins de 16 ans. Mais je peux pas faire ça pour toutes mes vidéos parce qu'aussi le référencement va être complètement foutu. Surtout que, bah, vu qu'elle va pas être monétisée, elle va être beaucoup moins vue. Le référencement va être foutu. Et là encore, je suis moyennement d'accord de restreindre ma visibilité parce qu'il y a des enfants qui sont là alors qu'ils sont légalement même pas censés être là. C'est un peu pour moi une espèce de petite dictature de l'enfant roi qui peut aller où il veut. Parce que oui, on peut mettre une fausse date de naissance, mais encore une fois, ça pourrait paraître égoïste de ma part, mais c'est pas mon problème. C'est le problème des parents. Genre, moi en plus, je mets dans mes descriptions, je le mets ou dans à propos pour dire c'est pas forcément vrai, etc. Mais on va quand même avoir ça. Et là aussi, mettre un disclaimer au début de chaque vidéo pour dire attention, n'ayez pas trop peur parce que ceci, cela. Avant de commencer l'horreur, j'aurais l'impression que ça casserait un peu mon ambiance. Donc il y a un peu le problème qui se pose aussi bah, vis-à-vis de nous en fait. Alors, je vais interrompre votre débat parce que oui, Amara veut parler depuis tout à l'heure. Donc, Amara, à toi, et ensuite on passera au public, à moins que Wazid veuille ajouter quelque chose. Non, ça ira. Oui, moi je voulais ajouter en fait que, en fait, je suis d'accord avec Poisson parce que, on peut mettre tous les avertissements qu'on veut, les limites d'âge. Si un enfant veut vraiment en fait, voir le contenu, il va toujours se débrouiller pour le faire. Il peut créer un nouveau compte ou prendre le compte de son grand frère. Enfin, c'est vrai qu'en un sens, on peut avoir de l'influence sur les plus jeunes, mais on peut pas être responsable de ce que ça va avoir comme impact. Sinon, on peut plus faire notre contenu et c'est aussi aux parents d'être responsables et à l'enfant aussi de savoir s'il y a une limite d'âge, il ne doit pas y aller. Pas être responsable de tout ce qui se mais on peut essayer de mettre des avertissements. D'accord. Je vois que Gauthier lève la main dans le public et ensuite on passera à son voisin. Oui, du coup, c'est vrai que YouTube, pompe, c'était plutôt YouTube que les youtubeurs devaient faire le tri des vidéos, car il y a YouTube Kids qui a été créé il n'y a pas longtemps. Du coup, les vidéos pour enfants vont être plutôt sur YouTube Kids et les vidéos qui sont pas pour enfants sur YouTube. Permettrait de faire le tri et pas mettre attention, violence, pour ça. Qu'il y a plein de youtubeurs qui sont pénalisés sur ça maintenant à cause que les enfants qui font n'importe quoi.
Et c'est vrai qu'il nous suffit de mentir sur notre année naissante pour avoir accès à tous les contenus. Donc, est-ce que c'est pas YouTube qu'il faut quand même voir avec ça pour mettre creepypasta vraiment sur YouTube normal et que les enfants n'aient pas accès à YouTube? Après, oui, le problème pourrait venir de la plateforme en elle-même. Ça, je pense que c'est indéniable quelque part. Rodolphe? Alors, moi, je suis complètement d'accord avec Poisson. Je pense qu'il y a vraiment un moment donné où vous faites un contenu qui s'avère être des creepypasta et où c'est aux parents de prendre leurs responsabilités. Aujourd'hui, moi, j'ai un petit frère qui a 8 ans. Je vois très bien qu'il joue à des jeux comme Call of Duty, Fortnite, qui vont effectivement pas être nécessairement adaptés à ce qu'il est censé faire à son âge. Le problème aujourd'hui, c'est l'enfant roi. On a des enfants qui, dès le plus jeune âge, ont accès à ce contenu et ont accès à tout type de contenu. Et je pense que vous censurez pour des parents qui, pour avoir la paix en quelque sorte, vont laisser leurs enfants accéder à tout et n'importe quoi. Ce serait vraiment dommage et peut-être ce serait, dans un sens, la mort de la creepypasta telle qu'on la connaît. Exagéré de parler de censure, mais personne n'a demandé non plus aux youtubeurs de se censurer. Mais on n'en est pas loin parfois. Pour moi, un disclaimer, c'est une forme de censure, puisque le disclaimer, comme ça a été dit, ça détruit complètement l'ambiance. Moi, je suis un très très grand amateur de creepypasta et j'en écoute souvent le soir dans ma chambre dans le noir. Bon, et un disclaimer, ça te défonce complètement ton ambiance, ça te défonce ce pourquoi tu pourrais être venu. Enfin, je suis désolé, mais je trouverais ça extrêmement dommage et je trouverais ça être une forme de censure en quelque sorte. Après, l'éducation, c'est un autre problème dans la mesure où, effectivement, comme je l'ai dit, aujourd'hui, les enfants rois sont un vaste problème sociétal, surtout si, effectivement, par définition, on leur permet tout. Mais je vais en profiter pour faire la passerelle vers un autre problème, toujours en rapport avec les enfants, mais des enfants un peu plus âgés. Je pense que certains auront remarqué ici qu'aux alentours de 14-15 ans, les enfants ont tendance, avec la puberté et tout ça, à soit s'isoler dans une bulle, soit s'intéresser à tout ce qui est horreur, etc. Eh bien, justement, pour revenir à est-ce qu'on doit laisser le contenu accessible ou quoi? Est-ce que les enfants pourront en faire? Ou même ce dont on avait parlé auparavant, Rose Slender, les enfants qui s'enferment dans une bulle à propos de ça. Eh bien, alors, à titre d'exemple, on a par exemple sur le Facebook de CFTC, il y a quelque temps, on a eu plusieurs fois de jeunes adolescents qui nous demandaient comment faire pour devenir un monstre de creepypasta, comment entrer en contact avec Slenderman. Alors, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent sur CFTC, c'est-à-dire que les adolescents de 14-15 ans sont fascinés par tout ce qui est horreur. Alors, d'un point de vue psychologique, pour faire une petite parenthèse, certains spécialistes disent que ce serait pour dompter ses propres peurs, du coup, les peurs qui apparaissent à cet âge-là, que ce soit la peur de l'abandon, et notamment des peurs sociales. Et donc, ces enfants-là s'enferment dans des bulles qui, enfin, vraiment, vraiment puissamment, hein, voilà ce dont j'ai parlé tout à l'heure par rapport à Slender, que ce soit d'ailleurs par rapport à d'autres pastas, hein, comme les fameux enfants qui nous ont demandé d'entrer en contact avec Alice Jack, Laughing Jack ou que sais-je, et qui vont croire à ça corps et âme. Comme l'a dit Wazid, c'est ce qui a notamment mené à la tentative de meurtre au nom de Slenderman, et tout un tas d'autres variantes, notamment les enfants qui vont entrer en contact avec Momo, et tout un tas d'autres choses qui, avec cette imagination collective et ce défaut qui arrive à cet âge-là, même si en général, on a pu observer qu'il se règle au-delà de 16 ans, eh bien tout ça va entrer en corrélation et justement créer une sorte de fascination morbide avec l'enfant qui ne voudra pas voir en ça quelque chose qui est potentiellement irréel, mais quelque chose qu'il verra comme réel. Donc on tombe de l'autre côté de la creepypasta, celui dont on n'a pas parlé, du coup, dans l'hypothèse où tout serait réel. Voilà, j'ai terminé, si jamais quelqu'un veut rebondir. Oui, moi, pour le réel. Et, par exemple, je sais que vous parlez très souvent, depuis hier, de SCP. Et SCP, franchement, ce forum, c'est du génie. Parce qu'ils utilisent le même procédé qu'utiliserait le FBI, la CIA ou pour nous en France, la DGSI ou la DGSE, donc les services de renseignement. C'est quand ils sont
entre guillemets, obligés de donner les informations sur un document. Ils floutent en noir les dates, certains lieux, mais ils donnent la partie du texte. Et c'est ce qui donne ce côté assez réaliste au SCP. Pourtant, même s'ils disent derrière, comme tu disais hier, Gorjak, que c'est totalement fictif. C'est assez drôle ce que tu dis parce qu'effectivement, il y a peu, alors justement, comme les SCP, font au premier abord du moins plus réel que les pastas, j'ai surpris une discussion entre 2 enfants et justement, l'un, croyait à fond en l'SCP et inventait ses propres théories qu'il vendait à son ami comme étant des théories réelles. Alors, parmi celles-ci, il y avait, les SCP travaillaient avec la zone 51, que la fondation SCP avait créé le coronavirus. Enfin, tout ça est un panel d'idées qui découle de, comment dire, de quelque chose d'initial, en l'occurrence la fondation. Et ça pousse à l'imaginaire collectif cette volonté de rendre au premier abord réel ces histoires-là. Et surtout chez les enfants. Pas de main levée. C'est calme. Effectivement. Ah, je vois que quelqu'un lève la main dans le public. Eh bien, on t'écoute. Oui, du coup, est-ce que finalement les films d'horreur, il ne pourrait pas y avoir des versions un peu humoristiques pour les enfants au cas où ils tombent dessus? Genre faire les nœuds pour que justement ça dédramatise la chose et que ça fasse moins flipper les enfants et qu'il y ait moins les parents. Qu'il y a plein de youtubeurs qui font avoir avec des parents justement. Comme les comptes bancaires, il y en a qui font des dons et ça retombe sur les youtubeurs et tout le monde est pénalisé. Mais bon, donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution alternative de faire une vidéo un peu horreur en guillemets pour enfants, pour justement qui évite de tomber quand vraiment les bisounours trop tôt? Alors, cette question me concerne moins que mes collègues ici présents, donc Poisson. Ouais, donc je suis pas sûr d'avoir tout entendu, c'est un petit peu coupé, mais si j'ai bien compris, ce serait de faire une espèce de contenu alternatif, un peu humoristique, mais en même temps sur l'horreur, pour que ce soit adapté aux deux publics. J'ai bien compris. Ça. Ok. Bah, là encore, ça revient à ce que je disais avant, c'est-à-dire que ce serait en fait à moi à changer mon type de contenu en rajoutant un truc pour que ce soit adapté aux enfants. Euh, alors que bah, de mon point de vue, je n'ai pas à m'adapter à la présence d'enfants vu que mon contenu n'est pas fait pour. Et déjà mettre un disclaimer, ça m'embêterait pas mal, mais encore changer complètement mon contenu parce qu'il y a des enfants qui légalement n'ont pas à être là, comme je l'ai rappelé, là aussi, ça me plaît pas des masses. En fait, ça ce truc-là qui me dérange, c'est de me dire, je dois moi changer tout ce que je fais pour des gens qui sont pas censés être là. C'est comme si on disait aux sites pornographiques qui sont censés être interdits aux moins de 18 ans, faites du porno, mais genre kids friendly pour que les enfants puissent regarder. Bah non, ils sont pas censés être là avant 18 ans, c'est le même principe. Ce serait une forme de censure également. Après, il y en a qui font ça, ça existe. Alors que je me rappelle de ça, il y a déjà Freddy Fan de Cauchemar qui fait ça. Et c'est MotorX24, voilà, j'en ai plus son nom, MotorX24 qui fait des creepypasta où il les démonte complètement, il les raconte de façon complètement trollesque, donc ce contenu il existe déjà. Mais juste, moi j'ai pas envie de le faire et de changer mon contenu pour des enfants qui n'ont pas à être là. Je suis d'accord avec Poisson. Moi aussi. Parce que du coup, pour revenir un peu à ce que tu disais par rapport au site porno, pour un enfant, c'est très simple d'y aller, hein. Il suffit qu'il dise « Ah bah oui, j'ai 18 ans » et puis c'est Ah oui, bon, oui, hein. c'est clair. Il a accès à tout. Donc dans ce cas-là, si nous, on devrait changer alors qu'on est sur une plateforme publique, et ben dans ce cas-là, ça s'appliquerait aussi à tous les autres formes de sites, si on va par là. Comme pour votre site aussi, Creepypasta from the Crypt, puisque vous avez des récits d'horreur et tout ce que vous voulez. C'est vrai que oui, dans cette mesure-là. Après, nous, on a une sorte de petit disclaimer où on déconseille aux enfants de moins de 12 ans de pénétrer sur le site, même si on sait Ça marche? parfaitement que la plupart ne respectent pas ça. Quelqu'un voulait parler? Non, une fois, deux fois, trois fois. Bon, Bah, allez, pour après... le coup, je me lance. Ah, bah, foiré. Ah non, non, vas-y, moi je parle déjà beaucoup, donc vas-y. Bah, j'allais dire, je trouve qu'à mettre un disclaimer et à chercher à vouloir protéger un public qui n'est pas celui qu'on vise,
on perdrait quand même quelque chose. La creepypasta que j'ai fait, où je me le suis le plus éclaté, c'est une creepy, en fait, que j'avais fait reposer sur une étude qui existait, qui avait été faite dans les années 80 sur le rêve lucide. Et je me suis tapé toute l'étude en anglais, j'ai repris les types de formulation, j'ai repris les noms des participants, etc., pour que si jamais quelqu'un a envie d'aller un peu approfondir le sujet, il puisse tomber sur quelque chose pour rendre le récit plus crédible. Et à mettre un disclaimer, j'aurais trouvé un peu dommage, parce que je me suis éclaté à faire ça. D'accord. Poisson, tu voulais parler? Oui, c'était pour déjà parler du fait qu'on peut le mettre en description, mais là aussi les gens le lisent absolument jamais les descriptions. Ça, c'est assez malheureux. Et puis peut-être pour changer de sujet, enfin là je vois que du coup normalement on finit bientôt. Je sais pas si on peut continuer à rester un peu ou s'il y a des intervenants juste après, s'il y a quelqu'un du staff, on peut partir à 14h ou pas. Il y a Emma à côté. Oui. Il- Après, c'est à 14h, pardon, à 14h15 qui est à Charles. Attendez. Ah, d'accord. Donc est-ce 14h15 qui qu'on est Charles et Mathias. d'accord, donc est-ce qu'on Vous peut avez encore 15 minutes. D'accord, on peut demander un petit peu mieux. Très Merci bien. beaucoup. Du coup, c'était pour changer, oui, comme je le disais, peut-être revenir sur, allez, sur la différence fondamentale. Après, c'était surtout Magnosa qui avait parlé de ça, il me semble, dans la vidéo que vous avez faite pour le regard français, la différence qu'il y avait entre les creepy anglophones et francophones. C'est qu'on n'a pas beaucoup parlé, on est beaucoup parti sur le sujet des enfants. Mhm. Parce que j'étais pas sûr d'avoir bien capté. Eux, en fait, du coup, si j'ai bien compris, ils s'en sont un peu foutus petit à petit de, de cette histoire de véracité ou non. Eux, ils ont dérivé vers la nouvelle horrifique. Mais justement, on en parlait hier avec Rick William. C'est que nous, en tant que compteur, genre on est compteur de creepypasta pour la plupart d'entre nous. Mais c'est vrai que des fois, on peut faire des nouvelles horrifiques. Comme moi, je sais très bien qu'il y a des histoires que j'ai lues sur ma chaîne qui ne seraient pas vraiment qualifiables de creepypasta, parce qu'il n'y a pas ce que vous appelez le moyen de transmission. Donc, c'est pour ceux qui voient pas, en fait, pour écrire une creepypasta enfin, pour qu'elle soit publiée sur le site, il y a un critère aussi qui est important, c'est ouais, comme l'expliquait Gorjak, c'est il faut qu'elle puisse être arrivée là, que ce soit un témoignage, que ce soit un enregistrement, bref, il faut que ça puisse avoir réellement eu lieu et que ce soit pas un personnage, par exemple, qui est mort et qui fasse un témoignage à l'oral. Il faut qu'il ait pu écrire un truc avant de crever ou s'enregistrer avant de crever. Mais du coup, comment est-ce que vous voyez ça, les membres de Creepypasta from the Crypt, quand des compteurs comme nous changent un peu ça changeons un peu ça sur notre chaîne YouTube et qu'on raconte des nouvelles horrifiques avec Creepypasta FR devant. Vous, comment est-ce que vous voyez tout ça? Alors à vrai dire, enfin après, c'est pas le CFTC dans son unité qui va flâner sur YouTube, donc je vais donner mon point de vue. Alors à vrai dire, quand je vois ça, alors pas que je reproche pas quoi que ce soit à chacun d'entre vous, mais ça me fait un petit peu crisser des dents, dans la mesure où oui, effectivement, on trime pour faire valoir notre définition et bien poser la barrière entre pasta et nouvelle horrifique. Donc quand je vois ça, je me dis que le public aura plus tendance à moins faire la différence. Donc, par extension, rien que ça m'embête un petit peu, mais ça aura tendance à, puisque voilà, YouTube s'est beaucoup démocratisé, à ceux qui vont se lancer dans la pasta, justement, faire cette erreur-là et nous proposer sur le site des textes qui seront à cheval entre la pasta et la nouvelle horrifique. Donc ça m'embête un petit peu, mais après, encore une fois, notre définition, c'est notre définition à nous, quoi. Elle est différente de la définition anglophone. Elle peut être différente de la vôtre, donc même si on est le premier site de référence des pastas écrites, ça reste la nôtre. J'aimerais appuyer aussi le propos de Gorjak, où justement on a pu voir un peu la confusion qui est faite avec l'ouverture du site Necronomorial. En gros, pour ceux qui l'ignorent, c'est un site où on publie des nouvelles horrifiques. Et pendant plusieurs années, et encore même maintenant, on remarque que les gens ne font pas la différence entre le contenu Necronomorial et le contenu creepypasta. Ou pour eux, tout ça, c'est des creepypasta. Alors que pourtant, c'est vraiment typé nouvelle horrifique, le second site. Voilà. Tout à fait. Quelqu'un veut rebondir là-dessus avant qu'on termine la conférence? Poisson.
Décidément, je suis la pipelette de la soirée. Il n'y a pas de mal. Après, justement, je me doutais un peu de cette réponse, Gorjak, que vous, allez, je ne vais pas dire que vous militez pour ça, mais c'est clair que ça. Je me doutais que ça devait vous embêter un peu qu'on fasse ça. Après, justement, on en parlait avec Ricoué, mais on n'était pas d'accord là-dessus hier soir. Moi, j'avançais que, certes, on sortait un peu de la définition pure de la creepypasta en racontant des nouvelles horrifiques comme moi je peux le faire. Après, j'ai l'impression que c'est un peu en mélangeant un peu les styles d'horreur comme ça sur une chaîne que ça a pu monter de cette façon-là. Euh, et que ça participe à l'expansion, mine de rien, des creepypasta. Alors certes, les gens font moins la différence. Cela dit, je pense que ça participe pas mal à l'expansion du genre. Et même, comme je le disais, dans le terme même de creepypasta, le but c'est d'être partagé. Donc de copy-paste, comme j'ai expliqué. Et je pense que le fait que ça participe au fait que ce soit plus répandu auprès d'un public qui préfère l'audio à la lecture, qu'on a cherché dans plusieurs styles qui vont pouvoir plaire à pas mal de publics différents au sein même de l'horreur, pour moi, au final, ça va être positif pour la creepypasta, même si du coup, c'est vrai que de temps en temps, il faudra réaffirmer un peu sa définition pour que les gens apprennent à faire la différence. Pour Après, moi, excuse-moi, Gorjak. très bien, vas-y, vas-y. Pour moi, déjà, comme j'ai expliqué, tout le monde a sa propre définition de la creepypasta. On l'a vu tout à l'heure sur scène, il y a des points qui se rejoignent beaucoup. Mais c'est vrai que, comme je le dis toujours, je fais partie de la vieille école. Et pour moi, je trouve vraiment dommage que le terme creepypasta se perde un peu et que les gens confondent beaucoup avec juste des simples récits horrifiques. En fait, c'est juste ça que je trouve dommage parce que la première creepypasta que j'ai lue, c'était Smile.jpg. Et j'étais persuadée à 100% que cette histoire était vraie. J'ai badé. J'ai vraiment badé parce que j'ai cru que c'était vrai. J'ai quitté le site parce que j'étais vraiment pas bien. Et le pire, c'est que j'étais adulte à l'époque, quoi. J'étais déjà adulte et j'y ai cru. Et je retrouve pas ça dans les nouvelles creepypasta, en fait, ou les textes que certains considèrent comme des creepypasta. Il manque ça. Il manque ce côté-là qu'il y avait à l'époque. Alors, je crois que Mathias Alcaraz veut nous dire de clore la conférence au plus vite. Non, pas à ce point-là, mais c'est vrai qu'on a juste quelques tests son à faire en fait. C'est juste ça. Parce qu'on n'est D'accord. pas sûr que ça passe bien comme il faut dans cette salle. On a eu quelques petits soucis quelques petits soucis de son ces dernières heures, donc on voulait avoir au moins 5 minutes chrono pour tester quoi. D'accord, dans ce cas-là, on va finir avec Piraco qui lève la main, je crois. Ouais, non, c'est juste pour rebondir sur tout ça. En fait, ce que je me rends compte avec tout ce qu'on est en train de dire, c'est que certes, le terme creepypasta n'est pas adapté des fois au contenu qu'on peut proposer sur nos chaînes. Bon, c'est pour ça que j'ai rajouté aussi sur le bandeau de ma chaîne récit horrifique. Par contre, c'est vrai que pour le référencement sur YouTube, quand on met un titre de vidéo, alors moi, des fois, c'est pas que des récits horrifiques. Il y a des fois, c'est des vidéos de 4 minutes où on entend une voix de quelqu'un, voilà, qui vit quelque chose. C'est certes pas totalement de la creepypasta à 100%, mais je pense qu'il manque un terme pour définir un peu toute cette horreur sur YouTube, un terme plus généraliste que creepypasta. Pour moi, creepypasta, ça vise à cibler un style, mais je pense que voilà, moi, si je mettais pas creepypasta FR dans mes vidéos, qu'est-ce que je mettrais? Ce serait pas non plus un récit horrifique, parce que quelque chose qui dure 3-4 minutes, des fois, c'est pas un récit. Alors pour mes vidéos un peu plus longues, oui. Mais voilà, je pense que voilà, c'est par défaut, on peut être tenté, mais bon, je verrais pas d'autres termes aujourd'hui, en fait, c'est pour ça. Bien écoute, je vais rebondir une dernière fois sur ce qui a été dit, mais je suis assez d'accord là-dedans. Encore une fois, on constate que le problème vient davantage de la plateforme. Mais d'un autre côté, oui, c'est dommage dans la mesure où la définition qu'on essaie de dépeindre et qui permet aux gens de poster sur le site est un petit peu biaisée de ce point de vue-là. Donc, ouais, effectivement, c'est dommage. Mais après, vos arguments se tiennent, mais oui, pour nous, pour notre définition, pour celle pour laquelle on milite, hein, et pour laquelle d'autres youtubeurs défendent la cause, bien, c'est un petit peu dommage
de mélanger les deux, même si ça participe à l'expansion de la pasta. Le fait de mélanger les genres mènera peut-être à terme à une oblitération totale de la définition qu'on en a, même si je ne le souhaite pas. Dans tous les cas, je pense qu'on va terminer cette table ronde. Donc, merci beaucoup à tous d'être venus. Ça me fait très plaisir de vous avoir parlé. Merci aussi au public d'avoir suivi. Donc, voilà, hein, Merci à le rideau. Creepypasta from the Crypt. Merci de nous avoir Merci invités. beaucoup. Oui, merci beaucoup de nous avoir conviés, c'était très intéressant. Oui. C'est Et avec puis plaisir. c'est cool d'avoir pu partager son avis, c'était important. Un l'objectif. plaisir. Bravo, bravo.